Baptiste, dans l'épisode aujourd'hui, on parle de théorie au cinéma. Mais savais-tu qu'il y a également une théorie par rapport à notre podcast? Oh! La théorie, c'est que t'es un robot. Ben voyons, c'est drôle. Je te jure, ouais, c'est... hein? Je suis un humain. Je suis Baptiste? un humain. Je suis Baptiste? un humain. Un humain. Ah, non. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. Et je suis un humain. Et je suis un humain. All right, initiative. 9. C'est le retour des chiffres de Bouette. J'ai deux. Oh! C'est juste à côté du 20, mais j'ai deux. Back on track, Étienne. Hey, Baptiste anime, c'est parti. Bienvenue à bord de J'adore ça, votre podcast préféré encore animé par des humains. Et je suis un humain. Non, On est Baptiste. bien heureux que vous soyez des nôtres. Le sujet d'aujourd'hui, les théories dans les œuvres, que ce soit films, séries, dessins animés, peu importe. Des théories, des trucs un peu là, qu'on va rechercher dessus, un petit peu comme si on était des complotistes, en fait. Fait que, allez chercher ces belles théories-là. Let's go. All right, mon cher Étienne. Oui. On s'était dit que on pouvait... moi, je l'ai fait. J'ai fait, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, là, je m'étais dit, hey, j'aimerais peut-être ça imposer un thème à Étienne. Je ne sais pas si ça fait déjà partie des choses qu'il allait couvrir, probablement, mais moi, je veux entendre parler Étienne sur Jar Jar Binks est un site. Darth Jar Jar. C'est ça. Puis là, je ne sais pas si on fait une passe sur la palette à nos astronautes dès maintenant, parce que ça faisait partie des suggestions de notre cher JP, quand nous avons parlé à notre communauté sur Discord, que vous pouvez rejoindre. J'adore ça, podcast.com, si vous voulez rejoindre ce beau Discord, puis adhérer à notre Patreon gratuit pour y avoir accès. Donc, JP nous a parlé de cette théorie-là, qui est quand même assez connue. La théorie de Jar Jar Binks est un site. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cher Étienne, de cette théorie-là? Je peux faire un retour à... Parce qu'il me semble que j'en avais parlé à notre épisode où on achetait Lucasfilm. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui. ce qui n'est pas vrai, on n'a pas acheté Lucasfilm. Là. Non. Mais, Oui. mais j'avais mentionné Darth Jar Jar, puis oui, c'est vrai, je me rappelle plus si j'avais mentionné Michel Courtemanche, par contre. Michel Courtemanche, c'est un humoriste / mime québécois qui était très, très, très populaire dans les années 90 et qui n'était pas juste populaire ici, il était populaire à l'international également. Et était extrêmement talentueux. Imagine la face en caoutchouc de Jim Carrey sur un gars qui fait des mimes. Et c'est bon. Il était excellent. Excellent. Puis, c'était un de ceux qui était apparemment targeté pour jouer Jar Jar Binks parce que... Ah, t'es sérieux? Monsieur Maître Lucas lui-même voulait quelqu'un qui était bon pour l'acting physique. Pour l'acting physique, tu sais. Parce que le motion capture, c'était pas vraiment du motion capture, mais il y en avait un peu. Mais bref, il y avait besoin de quelqu'un qui était capable d'acter physiquement. Finalement, il est allé avec une des vedettes de la comédie musicale Stomp, qui était Ahmed Best, qui est un être absolument adorable. Si vous voulez aller voir son channel YouTube, je vous recommande fortement. Mais Michel Courtemanche avait dit qu'il avait été approché par Lucas pour jouer le rôle du méchant dans Star Wars. Ah ouais? Mais il a également dit à un moment donné qu'il avait été approché pour jouer Jar Jar dans Star Wars. Oh, OK. Fait que ça, c'est du croisement d'informations quand même assez concrètes. Exactement. Et donc, Darth Jar Jar, c'est peut-être pas juste une rumeur, c'était peut-être le plan original. Ça, c'est ma théorie. Ma théorie, c'est que Darth Jar Jar, c'était supposé être réel, mais après le backlash de épisode 1 et que les gens détestaient Jar Jar Binks, peut-être que Lucas a changé d'idée. De toute façon, Lucas change d'idée à chaque épisode. Oui, c'est vrai. On avait déjà parlé. Exactement. Lucas, il change constamment d'idée. Il serait lui-même en désaccord avec lui-même. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, la théorie, c'est que Jar Jar, c'est le maître Sith qui contrôle tout. Puis il y a plein de détails dans l'épisode 1 en particulier qui fait en sorte que tu peux te dire comme « Ah ouais, il y a peut-être quelque chose. » Tu sais, juste le plongeon, là, tu sais, c'est comme l'un des trucs sur lesquels la théorie parle le plus dans tous les sens. Le plongeon, le fait qu'il s'est pas fait tuer
par une armée de robots. Oui, oui. Ben oui. Il y a eu des comparaisons avec du drunken boxing, du karaté sumo. Oui. C'est excellent, ça. Qu'il faut être vraiment bon pour faire cet art martial-là. Ahmed Best, l'acteur, a lui-même dit qu'il a étudié beaucoup d'arts martiaux visuellement et physiquement pour pouvoir faire son rôle. Il s'est inspiré énormément. Il a mis énormément de recherche dans son rôle. Pour un rôle, on s'entend, pour Jar Jar Binks, t'as pas besoin de prendre ça au sérieux tant que ça, mais lui, il a pris ça vraiment au sérieux. Puis, il y a même des théories comme quoi, des fois, tu peux voir les lèvres de Jar Jar Binks bouger juste un tout petit peu, comme si avec des mouvements de bras, là, comme si... Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Exactement, comme s'il contrôlait les gens autour de lui. Puis bref, au final, si on pousse la théorie plus loin, au-delà de l'épisode 1, c'est quand même à cause de lui si l'empereur a plein pouvoir sur le Sénat. C'est lui qui propose le projet de loi pour donner les pouvoirs d'urgence au chancelier Palpatine. Donc voilà. Il y a quand même quelques éléments de corrélation dans le sens de cette théorie-là, pareil. Hein? Ça fonctionne bien. Yes. Baptiste, j'ai envie de te relancer la balle dans le même sens, mais moi, je t'ai pas préparé du tout. OK? Je t'ai pas préparé à ça, alors j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. Il y a une théorie comme quoi le héros du film The Dark Knight, c'est pas Batman, c'est le Joker. Ah, c'est intéressant. C'est drôle, j'ai pas... C'est drôle, évidemment que je vais vous parler de Christopher Nolan, mais d'un autre film. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Sur cet épisode de Denis Nolan. Le Joker, mais oui. Attends, je pense que j'ai vu passer de quoi en plus en lien avec ça, me semble. Mais c'est quand même une théorie intéressante parce que c'est vrai que quand tu le regardes, ça parle... Bon, évidemment, la performance de Heath Ledger est légendaire, mais c'est vrai que si on repense à toute l'histoire du Joker, je sais pas comment dire... C'est vrai que versus d'autres Jokers, genre Jack Nicholson, mettons. Jack Nicholson, il joue un super Joker à sa façon aussi, mais ça paraît que c'est un vilain un peu... C'est pas au second plan, là, il est au premier plan, mais c'est pas lui le héros. C'est clairement Batman, là, ça paraît. Mais c'est vrai qu'il y a un côté... là, en plus, je sais... Mettons que je prends d'autres œuvres qui sont sorties par la suite, le film Joker. C'est sûr que d'avoir ce film-là, qui, selon moi, le premier a été très réussi, le 2, j'ai vraiment moins aimé, mais ça vient comme peut-être appuyer un peu cette théorie-là, d'en apprendre plus sur un personnage que... Il y a peut-être des motivations qui sont finalement, même si, bon, il y a beaucoup de folie là-dedans, il y a peut-être des trucs très humains puis très attachants dans son histoire à lui aussi, là, que... Tu sais, je pense que c'est dans The Dark Knight qu'ils disent qu'à un moment donné, ils comprennent juste pas qu'est-ce qu'il veut puis c'est quoi ses motivations, tu sais. Et pourtant. Il a l'air d'être très chaotique, mais au final, mettons tu regardes Batman Begins, OK? Ouais. L'objectif, c'était sauver Gotham. Gotham, il y a la mafia, il y a du crime. Puis, au final, Batman n'a pas vraiment réglé le problème. Non. Dark Knight, c'est 1 an plus tard. Puis 1 an plus tard, la mafia est encore là. Il y a encore du crime. Mais là, pire que ça, il y a des gens qui se prennent pour des pseudo-Batman puis qui se font ramasser. Fait que Joker, lui, ce qu'il fait, c'est que toutes ses actions finissent par aboutir au fait qu'il finit par faire enfermer la mafia. Il n'y a plus de mafia. Ils volent plein d'argent, ils brûlent. Ils s'en foutent de l'argent. C'est pas important pour lui. Puis, il y a des gens comme le gars qui Harvey Dent, je pense son nom, Double Face, qui est le bon gars. Bon, il fait virer méchant, mais aux yeux du public, ça reste le bon gars, le gars qui représente le bien vis-à-vis Batman, qui est juste un milliardaire avec trop d'argent qui décide que c'est lui qui fait la loi, alors que officiellement ça ne devrait pas être lui. Puis la conséquence, c'est Joker fait en sorte que Batman se dit « OK, tu sais quoi? J'arrête. Je vais arrêter d'être un vigilante. Je vais arrêter d'inspirer des petits clins à se mettre un suit puis se faire taper sur la gueule. C'est vrai. Je vais arrêter de faire ce que je fais, ce qui va arrêter l'escalade d'armement des méchants. Bref, tout ce que le Joker a fait, c'est stabiliser Gotham, faire baisser le crime, faire enfermer la mafia. C'est vrai. Bon,
Bon, il y a les histoires avec les bateaux, puis genre, ça va faire exploser un des deux bateaux. Exactement, mais il faut bien que ce soit un pseudo-méchant. Mais oui, c'est le méchant. Mais c'est le moins méchant de la gang. C'est vrai. T'sais? Puis tu sais, si tu mets ça en lien avec la fameuse quote de c'est pas le héros dont Gotham a besoin maintenant, genre à la fin que Gordon dit, ben t'es peut-être comme en mode OK, fait que peut-être que Harvey Dent puis Joker dans ce film-là avaient des rôles beaucoup plus importants à jouer, genre que finalement Batman. Qu'un gars qui s'habille en chauve-souris la nuit puis qui parle de même. Puis il y a une affaire aussi, Alfred. Ouais. Alfred fait une comparaison avec Burma, je pense que c'est le Myanmar en français, et l'Empire britannique. T'sais, comme quoi les Britanniques voulaient, quand ils sont arrivés là-bas, soudoyer les chefs du Myanmar pour les rallier à l'Empire. Bref, ils voulaient les payer avec des bijoux puis des trucs comme ça. Puis regarde, trahissez votre peuple, venez avec nous. Puis Alfred parle de ça comme si les Britanniques, c'était les gentils. Puis il est comme, puis là, il y avait des voleurs qui venaient voler les bijoux qui servaient à soudoyer les chefs. Puis eux, c'est des méchants, tu sais. Mais finalement, on a réglé le problème. C'est comment t'as réglé le problème? On a brûlé la forêt, tu sais. Fait que c'est nous, les gentils. On a brûlé toute leur terre. On a mis fin à leur résistance. On les a mis à genoux devant nous. On est tellement les gentils. Puis lui, il compare ceux qui volaient les bijoux au Joker. C'est comme, des agents du chaos. Mais c'est comme, non, c'est juste du monde qui veulent que chez eux, reste chez eux, tu sais. Fait que... c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Ouais, j'avais pas... Ben oui, j'avais vu ça passer, mais j'avais pas pensé à ça pour l'épisode actuel sur les théories. Très intéressant. Faudrait qu'on fasse une version 2 pour que je puisse creuser ça. Écoute, n'importe quand, Baptiste. N'importe quand. Je vais parler d'Inception. Oh! J'ai pas le choix. JP aussi, ça a été un autre sujet. Ouais. Là, il disait, ben oui, on le sait que la toupie, c'est pas son totem à Cobb, puis etc. Fait que oui, je vais partir là-dessus, en premier. Ça, c'est la théorie facile que tout le monde connaît un peu. Est-ce que toi, tu as aussi quelque chose à dire là-dessus? Ben, en fait, je me dis, tant qu'à avoir mentionné JP 2 fois, on pourrait lire les points des astronautes. Fait, tout à fait. Notre capitaine, Jean-Philippe Matt, salut capitaine. Salut capitaine. Il dit qu'il y en a quelques bonnes des théories, mais celle qu'il aime bien, il aime bien celle de Jar Jar. Mais celle qu'il préfère, la théorie de Tarantino, comme quoi tous ses films sont dans un seul univers. Il dit, dans Pulp Fiction et Reservoir Dogs, Vincent Vega et Vic Vega sont frères. Dans Inglourious Basterds et True Romance, Donnie Donowitz est le père de Lee Donowitz. Tous les personnages fument la même marque fictive de cigarette qui est Red Apple. Il parle aussi de la théorie comme quoi tous les films de Pixar sont dans le même univers. Ouais. Ça, il y a quelque chose qui relie tous les films de Pixar. C'est quand même le fun d'aller étudier ça. Moi, j'en parlerai pas aujourd'hui. Je sais pas si... j'en parlerai. Ben parfait. Excellent. JP, je te jure que je me suis pas inspiré de ta liste. Ben, c'est ça qui était dur. Moi, j'ai essayé d'éviter tous les sujets qui ont été mentionnés par les astronautes. Ah oui, t'as essayé? OK. Non, moi, j'étais même comme... si la prochaine, j'aurais vraiment aimé ça. Celle que The Rock, le film The Rock, avec Sean Connery. Dedans, Sean Connery serait James Bond. Sous sa vraie identité, Kim Mason. C'est tellement une bonne théorie. S'il nous reste du temps, au pire, on pourrait élaborer là-dessus. J'adore cette théorie-là. J'adore ça. Puis il dit, il faut arrêter de capoter avec la fin de Inception. Le totem de Cobb, c'est pas la toupie, c'est sa bague. La toupie, c'est le totem de sa femme. Alors on sait qu'à la fin, il est réveillé. Exactement. Puis il y a Potomax, comme d'habitude. Potomax qui nous parle en direct du Japon sur Discord. Oui, il est au Japon. Le chanceux. On a des fans... Pas juste en France, pas juste au Canada. Ils nous envoient des photos d'eux qui font des selfies à l'aéroport international au Japon. C'est malade. Potomax qui nous dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il y a un gars qui a une théorie que la machine de clonage de Tesla dans le Prestige a jamais marché. Le personnage de Wolverine, je pense qu'il parle de l'acteur qui fait Wolverine et non Wolverine dans le Prestige. Hugh Jackman, c'était lui aussi des jumeaux à la toute fin dans les tanks. Tu peux pas vraiment voir quiconque dedans. C'est une bonne théorie. Ben là, en faisant mon top, je me suis dit, hey, je vais juste
prendre un truc de Christopher Nolan. Je vais pas en prendre genre 12 4. comme d'habitude, là. Fait que j'ai choisi Inception. Choisi Inception, mais parce que je me suis dit, OK, il y a l'histoire du totem. Fait que là, je pense que la majorité du monde qui nous écoute doivent connaître le film Inception. Il y a une histoire de totem que là, il te l'explique plusieurs fois pendant le film, mais souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il part une toupie. Si la toupie continue à tourner, c'est qu'il est encore dans le rêve. Et si elle arrête de tourner, c'est qu'il est dans la réalité. Sauf que finalement, la théorie, qui se tient quand même parce que tu peux vraiment l'observer, c'est que la toupie, à la base, c'était le totem de sa femme. Puis ça, on le voit le mettre... tu sais, le totem, je pense, quand il plante l'idée, justement, qu'il fait du Inception à sa femme, il met la toupie qui tourne dans le safe, si je me trompe pas. Mm-hmm. Puis, on observe que sa bague, ça serait peut-être son totem, parce que la bague, c'est aussi simple que quand il est dans le rêve, il a sa bague parce qu'il est encore marié à sa femme. Puis quand il n'est pas dans le rêve, il n'a plus sa bague. Fait que... Mais j'ai découvert un autre fait intéressant que je savais pas ou j'avais pas remarqué. Michael Caine s'est fait donner des scènes par Christopher Nolan. C'est au début quand ils font des lectures, puis des affaires de même, puis etc. Puis, donc, il joue le professeur Miles, si je me trompe pas. Je pense que, je sais plus si Nolan lui a dit clairement, mais c'est comme, tu joues pas dans les scènes de rêve. Tu joues juste dans la réalité. Fait que, à la fin, encore une fois, parce que toute cette théorie-là part de, à la fin, est-ce que, parce que la toupie, on la voit pas s'arrêter, on l'entend un peu vaciller, mais on n'est jamais trop sûr, mais à la fin, Michael Caine est présent dans la scène. Fait qu'il serait, encore une fois de plus, en plus de l'histoire du totem, il serait bien dans la réalité. C'est un totem humain. En fait, c'est bon. Michael Caine, c'est le totem de Cobb. Non, mais imagine si il est juste présent en rêve à la place, puis il faut que tu t'imagines un être humain qui n'existe pas à chaque fois, avec une personnalité qui va te juger, puis qui va... C'est bon. Mais également, ça a été confirmé par Nolan? Oui. OK. Oui, c'est bon. Je pense que oui. Donc, oui, tout à fait. J'ai découvert aussi qu'il y avait d'autres théories en lien avec Inception. Okay. Si tu prends toutes les premières lettres des prénoms des personnages, Dom, qui est le prénom de Cobb, Robert, qui est le prénom de Fisher, Eames, Arthur, Mal, Saita, Peter, Ariadne, Yusuf, ça fait Dreams Pay. Ce qui est l'activité, en fait, au départ, la business, c'est ils se font payer pour aller dans les rêves puis planter des idées. C'est ça leur job. Wow! Dreams Pay. Fait que là, je suis comme, c'est intéressant. Fait que ça, puis ça, j'ai pas trouvé de genre de Christopher Nolan qui vient comme parler de toutes ces théories-là pour les confirmer ou pas. Fait que je trouve ça très cool. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est cool. Puis, Dom en latin veut dire maison. Cobb en Urdu, qui est une langue du Pakistan. Ça veut dire rêve. Bon, Ariadne, on sait c'est quoi le fil d'Ariane, je pense. Fait que ça fit avec la Maze Maker quand même pas mal. Exact. Mal, le nom de Marion Cotillard, ce qui représente la mauvaise influence qu'elle a sur Cobb avec son nom français. Puis Youssouf, ça fait référence à un personnage qui interprétait les rêves dans la Bible. OK. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça un choix étrange de prendre un personnage français d'une actrice française et de le nommer Mal, comme si je fais un film, j'ai un personnage américain, puis je l'appelle Dumb ou Stupid, ou, ou genre Bad ou Evil. Toi, tu t'appelles Evil. Toi, tu t'appelles Evil. Tu vas t'appeler Evil. Probablement qu'il y a plein d'Américains qui n'y ont vu que du feu. On dit, ça doit être une genre d'équivalent de Mel, genre, ou je sais pas trop quoi, bref. Elsap Mal, ouais, exact. Puis il y a un dernier truc que c'est le nombre 528 491. OK. As-tu entendu parler de ça, Étienne? Non. Le premier chiffre, qui est un code donné un peu de façon aléatoire par Robert Fisher quand il se fait kidnapper, là, puis il lui demande le code, je pense, au début du safe, mais il donne un nombre un peu aléatoire. Ça va s'avérer être la vraie combinaison, finalement, du coffre-fort de son père à la fin. Fait qu'il donne ce code-là. Puis finalement, à la fin, c'est exactement ce même code-là qui sert à ouvrir le coffre-fort pour accéder, je pense, au souvenir de son père quand il est dans la dernière layer du rêve. Mm-hmm. Dans le second rêve, l'équipe se trouve dans la chambre
528 Oh! au-dessus de la chambre 491 qui est remplie d'explosifs. L'une des tracks de la BO de Hans Zimmer s'appelle 528-491. Ah, c'est drôle. L'affiche du film a une shade bleue dont le code hexadécimal est 528-491. Oh my God. Christopher Nolan likes to play with your brain. Mange à tous les matins 528 Cheerios. Ouais, c'est ça. Et Avec 491 Rice Krispies. Ça, j'ai un peu capoté quand j'ai vu ça. J'étais comme, hey, mon Dieu, ben voyons. Ça, c'est des trips, là. C'est des trips. Hey, on regarde quelle couleur ça donne. Oh, ça donne ce bleu-là, est-ce qu'on l'utilise? Ah ouais, on l'utilise. Ça a des impacts partout. C'est pas juste genre Christopher Nolan qui écrit son script. C'est genre, il appelle Hans Zimmer, il dit, hey, peux-tu faire une track qui s'appelle 528-480? Comment on gage que c'est comme la combinaison de son système d'alarme chez lui, là, tu sais? Oui, c'est ça. J'irai pas vérifier, mais... Puis finalement, ça serait ça. Exact. Fait que ça fait le tour de mes... Bref, j'en ai appris un petit peu plus quand même. Il y avait des trucs que je savais pas là-dedans ou que j'avais jamais réalisé, mais bon, le totem, je le savais vraiment déjà quand même bien, mais le reste, c'était des petites découvertes que j'ai trouvées très intéressantes. Excellent. Dans l'univers d'Inception. Ouais, c'est nice. Et toi, Étienne? Je vais y aller de ma préférée tout de suite. Ouais, vas-y. Truman Show. Oh, ça, c'est un bon film. Truman Show, l'histoire, c'est comment Truman découvre qu'il est le centre de son univers et que tout le monde, dans le fond, le surveille. Mais en réalité, selon la théorie dont je vais parler, c'est pas ça. Le film, c'est comment Truman sait déjà qui est filmé. C'est déjà que tout le monde le surveille. Mais comment il va faire pour déjouer tout le monde en faisant croire qu'il est en train de découvrir que peut-être il sait, mais tout ce qu'il fait, c'est tester le système dans le but de s'évader. Par exemple, OK? Tu peux observer qu'il s'est rendu compte du placement de produits dans sa vie de tous les jours. Déjà, par sa femme qui n'est pas subtile, de « j'ai goûté à tous les cacaos, lui, il est le meilleur. » Puis même, il sait tellement qu'à un moment donné, il est fâché, puis sa femme fait un placement publicitaire, puis comme il leak comme quoi, il sait, puis il est comme, mais à qui tu parles? Tu fais aucun... Tu le vois qu'il est comme, il est conscient, là. Il est conscient qu'elle fait de la pub. À un moment donné, il y a des jumeaux à tous les matins qui l'accotent sur un mur, puis qui lui parlent, mais il l'accote toujours à côté d'une affiche publicitaire. Puis je pense que c'est la première fois que ça arrive, tu vois que Truman, il se retourne vers l'affiche pour voir comme, c'est quoi qu'il y a sur l'affiche, ce coup-là? Ouais, c'est ça. Ils m'ont encore à côté, juste à côté. Tu peux voir subtilement dans l'acting de Jim Carrey ce genre de truc-là. Je sais pas si tu avais dans tes... Peut-être que ça s'en vient, là, mais il paraît qu'il y avait une scène qui était coupée, qui allait peut-être dans le sens de cette théorie-là, mais là, je suis pas trop sûr. En tout cas, j'ai cru voir passer à un moment donné dans mes recherches de théorie qu'il y avait une scène coupée de Truman qui, je sais plus, essaye d'arrêter peut-être le trafic ou... Puis là, je sais... Ah non, mais il l'arrête pour vrai, puis... Ouais, non, mais c'est peut-être avant ça. En tout cas, bref. OK, celle-là, je suis pas au courant. Ouais. Mais, tu sais, entre autres, un moment donné, il se met à se faire pleuvoir dessus. Puis, il se met à se faire pleuvoir comme juste... un filament juste au-dessus de lui, tu sais, comme Charlie Brown, comme une joke de même. Au lieu de se demander ce qui se passe, tu sais, il trouve ça drôle. Ouais. Puis là, il se met à chanter, puis il se met à danser, puis il se met à comme... Tu sais, puis là, finalement, la pluie part partout. Mais tu sais, il y a tellement une réaction qui est pas... Tu sais, moi, je serais en panique totale si on pleuvait que sur moi. Mais lui c'est comme si ce moment-là venait confirmer sa théorie, là, tu sais. Au début, il voit un spotlight tomber du ciel, puis il faut qu'il réagisse, il faut qu'il aille voir, puis faire comme c'est bizarre, mais il peut pas trop réagir, il peut pas. Puis bref, à un moment donné, c'est ça, il se passe tellement de trucs qu'il se dit comme, OK, regarde, tu sais quoi? C'est le moment de tester le système. C'est le moment de faire semblant que je découvre que. Puis c'est le moment de voir jusqu'où je peux aller. Donc, tu sais, avec sa femme, il part en auto. Il se rend compte qu'elle essaie de le dissuader de tout. Puis là, il aboutit qu'il ne peut pas continuer plus loin. Puis, il a peur de l'eau. Sa peur de l'eau, là, je te le garantis, c'est fake. Ah ouais? Une phobie comme ça, là, il ne peut pas finir sur un bateau à la fin.
C'est vrai. C'est lui qui fait croire à ça. Fait que c'est lui qui fait comme, je vais faire semblant que je veux partir en bateau puis que je gèle devant l'eau juste pour pas qu'il surveille l'eau comme il surveille la route, pour qu'il se dise comme, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de mettre surveillance pour l'eau. La route, c'est important. Clairement, quand il essaie de s'évader, il essaie de s'évader par la route. Et le truc, c'est qu'au tout début du film, il fait du jardinage. Il fait du jardinage avec son derrière directement devant la caméra. T'sais. Puis là, c'est drôle. Son derrière en grand angle, il a l'air gigantesque. Puis lui, il fait du jardinage, puis blablabla. Puis il répond à sa femme qui arrive en faisant du placement de produit pour un pelle patate ou un truc comme ça. Mm-hmm. Mais il cache ce qu'il est en train de faire. Il cache ce qu'il est en train de creuser dans le jardin. De jardiner ou de creuser, ouais. Et comment il s'évade à la fin de sa maison via un trou dans son sous-sol. C'est vrai. Il a pré-creusé, dans le fond. Il a préparé son évasion. Tous les pions sont en place. Ça, c'est intéressant. Puis ça il disparaît. Quand même. Il sort par le trou, il disparaît. Puis quand il le retrouve, il est sur l'eau, là où personne ne s'attendait à le trouver. Puis il n'est pas complètement apeuré. Il est en contrôle à 100%. Il sait comment le bateau fonctionne. Il est prêt à y aller. Puis c'est comme ça qu'il réussit à sortir. Pourquoi, à ce moment-là, il montre progressivement qu'il comprend ce qui arrive plutôt que de juste faire semblant tout le long? Comprends-tu mon point? Parce qu'il ne peut pas tester le système si du jour au lendemain, il fait comme « Ah non, je suis dans un faux monde, je dois m'évader ». Puis là, il teste le système à fond. Là. C'est comme « OK, je vais tourner en rond en voiture. Je vais partir par là, on va voir ce qui se passe. » Puis il essaye. Il y a un certain moment dans le film là, où son ami se met à lui parler avec un six-pack de bière, comme d'habitude. Son ami se met à lui parler, puis il est comme « Tu sais, Truman, si tout le monde était dans le coup, ça voudrait dire que moi, je suis dans le coup. » Puis tu sais, je te ferais jamais ça. Puis au moment où il dit ça, regarde la face à Truman. Regarde la face à Truman, comment il est dévasté parce qu'il sait que c'est fake. Puis là, il est comme, OK, oui, c'est mon meilleur ami aussi. Tout le monde. Tout le monde est là-dedans. Il le sait déjà. Puis il sait depuis que la fille à qui il est allé parler, qui apprenait le japonais, mais quand il dit konnichiwa, la fille est comme, quoi? De quoi tu parles? T'apprends le japonais, check ton livre. Tu sais. Depuis qu'elle a dit, regarde, ça, c'est même pas mon vrai nom, je suis pas supposé te parler, voilà mon macaron, comment ça va finir? Sors de là, trouve la vérité. T'sais, depuis ce moment-là, il est comme, OK, puis depuis ce moment-là, il s'en rend compte, il le sait. Voilà. Ah, j'aime ça. C'est super bon. Excellente théorie. Quoi d'autre de ton côté? La théorie Pixar. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, bon, je pense que Pixar ont juste pris l'habitude, puis ça fait plaisir à la fanbase, de semer beaucoup de easter eggs qui font des références à d'autres films au sein de leur film. Fait que tu sais, de voir le fameux pizza truck de Pizza Planet, je pense, de Toy Story à certains endroits, puis... Fait que c'est des beaux clins d'œil. Puis là, les fans, quand ils trouvent ça, ils sont comme « Ah, c'est trop cool! » tu sais. Fait que ce que je trouve intéressant, c'est peut-être que cette théorie-là, elle n'est pas si vraie que ça, mais les fans ont du stock sur lequel s'amuser parce qu'il y a énormément d'easter eggs puis de choses. Puis là, ils se mettent à faire des liens. Pour vrai, je suis tombé sur des trucs. Là. En tout cas, je vais en parler. Fait que déjà, il y a un certain ordre chronologique potentiel. Je ne vais pas faire la liste de tous les films Pixar, mais il disait, bon, fait que probablement que le premier dans l'ordre chronologique de tous, c'est le Good Dinosaur, comme l'un des films de Pixar. Après ça, il y aurait Brave ou Rebelle en français, qui se passe en Écosse. Puis là, il y a quelque chose de très important dans Brave qui est la sorcière. On y reviendra plus tard, mais il y a vraiment quelque chose d'important en lien avec la sorcière. Puis ensuite, après ça, on finit par tomber genre dans les années 50 avec les Incredibles. Puis après ça, ça s'en devient de plus en plus contemporain, moderne, puis etc. Fait que là, après, il y a du monde qui dit, bon, ben déjà, dans Pixar, ce que tu retrouves souvent, c'est trois... Je vais appeler ça des puissances, mais c'est pas forcément des puissances au sens de gouvernement, armée ou quoi que ce soit, mais c'est juste, tu as des humains, tu as des animaux qui souvent peuvent avoir une forme d'intelligence, puis tu as des machines. Mais tu les retrouves pas les trois dans tous les films, mais souvent, c'est des jeux de
pas de pouvoir, mais des fois, tu vas en avoir un qui va essayer de dominer l'autre, etc. Bon, les animaux sont rarement gagnants quand il y a les humains qui sont dans la game, mais tu sais, il y a la machine, genre, l'espèce de grosse boule robot AI dans les Incredibles qui attaque la ville, mettons, là, tu sais. Ouais. Fait qu'on retrouve souvent ces mêmes thématiques-là, puis bon, Cars, c'est un mix quasiment de machines puis d'humains, là. C'est vrai. Donc là, moi, la première théorie qui m'a fait le plus capoter dans toute cette idée-là, c'est que les émotions des humains seraient de l'énergie permettant de charger des batteries. Que ce soit pour animer des jouets dans Toy Story ou charger des batteries dans Monsters, Inc. Hein? Ouais. Fait que ça... Ben oui, j'avoue, Monsters Inc., c'est comme ça. Monsters Inc., il se feed sur la peur. Puis ensuite, ils se rendent compte que finalement, les rires et la joie, c'est 10 fois plus puissant. Fait qu'ils se feed sur l'émotion. Puis il semblerait que les émotions des enfants dans Toy Story, ça serait peut-être ça qui donnerait vie aux jouets dans Toy Story. Bref, il ride là-dessus un petit peu, puis ça va faire des liens avec potentiellement d'autres films de l'univers, mais les monstres aussi dans Monsters Inc., ça serait les humains qui ont été comme modifiés puis impactés par la pollution après être revenus sur la planète polluée à la fin de WALL-E. Oh. OK, attendez, suivez-moi encore. Les portes qui leur permettent de voyager vers les placards d'enfants seraient aussi des portes pour réaccéder à une version du passé où il y avait encore des humains pour aller drainer leurs émotions et charger leurs batteries. C'est ça que les Monsters Inc. font, c'est qu'ils ont plus d'énergie, fait que là, ils retournent genre à d'autres moments où l'humanité était encore présente via leur porte magique pour aller recharger leur batterie avec des émotions d'humains. Ils se rendent compte que la joie est 10 fois plus puissante que les pleurs, puis à la fin d'Inside Out, Riley n'a presque que des billes jaunes de joie. Ce qui en ferait, si on l'applique un peu à tous les autres enfances, des sources d'énergie vraiment très puissantes. Fait que c'est ça qu'ils vont finalement aller chercher dans dans des versions passées, mettons, quand les humains étaient encore sur la planète. Okay. Ça, c'était le premier truc le plus fucked up que j'ai trouvé. Puis je me suis dit, à la fois, c'est genre, je me dis, il y a des trucs qui se peuvent pas là-dedans. Puis en même temps, c'est comme, il y a quelque chose avec les émotions qui sont du fuel, genre, pour charger des batteries, donner vie, puis je sais pas. Puis le concept sci-fi de genre, les Monsters Inc. retournent dans le passé via des portes. Genre, je suis comme, hey, j'aime ça, man. Je trouve ça trop cool. Cars se déroule après que les humains aient quitté la planète, mais bien avant qu'il y ait toute la pollution accumulée qu'on voit au début de WALL-E, puisque c'est une planète sur laquelle il n'y a aucun humain quand tu regardes Cars. OK. Mais les humains, ils sont pas partis de. Oui, ils sont partis parce qu'il y avait trop de déchets? La théorie dirait que à ce moment-là, la pollution, puis genre un peu les skyscrapers que tu vois de déchets, genre dans WALL-E, ils auraient pas encore été accumulés, genre à ce niveau-là. Ils seraient partis avant que ça soit trop catastrophique, puis que il y aurait eu le temps pour qu'il y ait comme un espèce de battement puis qu'il y ait des voitures conscientes, cars, qui prennent la place à ce moment-là puis qu'il n'y ait aucun humain sur la planète dans le fond. Fait que ça, c'était comme un autre truc qui fitait un peu dans la Pixar Theory. Puis, là, je vais revenir à ma sorcière. À la fin, on se souvient de la sorcière dans Brave. Ouais. Elle a une planche sur laquelle est gravée la forme de Sully, le gros monstre bleu dans Monsters, Inc. Elle est obsédée par des figurines d'ours en bois. C'est la forme de Sully aussi. L'ours, c'est très proche en tout cas. Elle a aussi une figurine en bois du Pizza Planet Truck, qu'on revoit très souvent dans les Pixar. Et elle a une porte magique. Comme les portes magiques dans Monsters. La sorcière dans Brave serait donc la petite fille Boo de Monsters. Oh my God, c'est qui est tellement partie drôle. vivre genre à une autre époque. Puis la morale de tout ça dans Pixar, puis là, il y a plein d'autres trucs là, avec genre Coco, etc. Bref, mais la morale, c'est de Pixar qui a l'air de ressortir à travers soit la grande théorie ou les films en général, c'est il faut se souvenir de ceux qu'on aime pour ne pas qu'ils disparaissent. Mm-hmm. Ça, on le voit dans Inside Out. À un moment donné, elle oublie, je pense, Bing Bong, puis là, il s'efface. Dans Coco, c'est pareil. Si tu te fais oublier qu'il n'y a plus personne qui se rappelle de toi, tu disparais, t'es plus dans le monde entre les deux. Là. Puis la petite fille Boo, dans le passé, qui est donc rendue dans La sorcière dans Brave, se rappelle de Sully dans le futur pour créer une loupe infinie afin que la jeune Boo le rencontre toujours plus tard.
Fait que j'irais pas parler d'autres films dans la Pixar Theory, mais ceux-là, j'étais comme, OK, ça, c'est fucké. Ouais, je m'attendais pas à ça. C'est tellement drôle parce que, je veux dire, en plus, il est rendu avec tellement de films de Pixar, puis après, c'est comme Zelda, tu essaies de faire fitter ça dans la timeline, puis tu essaies de trouver des explications, mais en étant un peu créatif, tout est possible, tu sais. Tout est possible. Puis après ça, il y a des sous-théories, des genres de « Hey, finalement, Nemo, c'est l'histoire du deuil du père de Nemo. En réalité, Nemo, il est plus en vie, genre. » Ah, fait que là, tout le film, c'est comme son parcours du deuil, tu sais. C'est comme « OK. » Puis Dory, en réalité, elle serait pas amnésique. Elle serait fucking intelligente. Bref, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment... Pixar, il y a beaucoup de stock. C'est drôle que tu dises ça. Puis c'est drôle que tu parles de sorcières. Puis c'est drôle que tu parles de Pixar. Parce que moi, mes deux autres théories, il y en a une sur Wall-E, puis il y en a une sur Blair Witch. Ah, nice! J'aime ça. C'est parfait. Je vais y aller avec celle de Wall-E. Elle n'est pas très longue, mais c'est pas grave. Dans Wall-E, il y a une compagnie qui s'appelle B&L. Big and Large, je pense. D'ailleurs, dans la Pixar Theory, tu la retrouves partout. Yes, partout. Parce que B&L emmène large. Ils sont big and large d'ailleurs. Mais B&L, c'est eux qui ont fabriqué les vaisseaux dans Wall-E, ceux qui se promènent dans l'espace avec tous les humains en embonpoint. Mais c'est aussi ceux qui s'occupaient des déchets sur Terre. Puis si tu te fies à Up, c'est aussi ceux qui faisaient la construction sur Terre. Donc, c'est pas des deux de pique. Mais d'un autre côté, quand tu regardes la quantité de déchets qu'il y a sur Terre, est-ce que c'est des deux de pique? Est-ce qu'ils sont compétents ou pas? Et là, la théorie veut que B&L voulait le plus de monde possible sur leur vaisseau. Ouais. Et ils ont fait des super vaisseaux, puis ils essayent de convaincre les gens là, d'aller sur leur vaisseau. T'as des campagnes publicitaires dans le film, on les voit. D'ailleurs, je me rappelle plus, c'est comme filmé en plus. Là. C'est comme la partie qui est comme filmée dans le film. Des campagnes publicitaires de « Hey, venez sur le vaisseau, vous allez voir, c'est cool, c'est comme un resort, c'est comme une croisière. » c'est vrai. Mais imagine, tu es dans un scénario apocalyptique. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque. Là. Tout le monde va aller dans ton vaisseau. Tu n'as pas besoin de faire une campagne de publicité. Ça. Exact. Pourquoi alors, besoin? Eux, ils font une campagne de publicité et ça ne fonctionne pas tant que ça. Alors, ils se disent, non. On veut que tous les humains deviennent des clients BNL à vie. Intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? On va polluer. Oui, on scrape notre ramassage de déchets. Puis on dit comme, ben non, mais pour vrai, il y a trop de consommation. Puis là, la planète entière est recouverte de déchets, ce qui est aucunement réaliste. Tout le monde finit sur les vaisseaux. Et étrangement, sur les vaisseaux, la gestion des déchets est parfaite. Le recyclage des ressources, 100% parfait. Ouais. Donc, pourquoi la Terre serait polluée si BNL est responsable de la collecte d'ordures sur Terre? La théorie, c'est que c'est volontaire. Oui, c'est ça. Puis j'avais vu aussi que, justement, le fait que le robot ne veuille absolument pas que les humains retournent sur Terre, ça fit avec cette idée-là que BNL veut les garder sur leur vaisseau. Là. Exact. C'est intéressant, ça. Donc, les méchantes corporations. Le BNL, ça a l'air d'incarner un petit peu le capitalisme evil aussi. Exactement. Là, en partie. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Wall-E. C'est bon. Je trouvais ça cute. Ben oui, c'est cute. Je vais parler de quelques trucs qui se recroisent dans l'univers des studios Ghibli. Ooh. On a eu un épisode d'ailleurs sur les studios Ghibli que vous pouvez écouter avec Yann Gaylor. C'était bien cool. Le tombeau des Lucioles, qui est le plus triste de... Non, tu connais pas? Oui, non, je connais ça. Ouais, je connais ça. Je veux juste plus jamais le voir de ma vie. L'un des plus tristes films qu'on puisse voir ever. De tous les temps. C'est terrible. C'est ça. Il y a des films que tu finis, tu t'habitues pas au drame, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, en les regardant à nouveau, c'est comme peut-être tu pleures un petit peu moins ou je sais pas, t'es moins émotif. Celui-là, à chaque fois que je le regarde, c'est comme coup sur coup. Là. En tout cas, à chaque fois, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais il y a deux personnages principaux qui s'appellent Setsuko et Seita. Seita étant le grand frère, puis Setsuko, c'est la petite fille, sa sœur. Setsuko serait vue sur le quai dans le train sur le quai du train que Chihiro et No Face prennent ensemble. Peut-être à attendre que Seita, qui finit par mourir lui-même sur un quai de train, arrive puis la rejoigne.
Puis d'ailleurs, quand tu regardes les plans de Setsuko et Seita assis dans le train seuls, ça ressemble étrangement beaucoup au plan où Chihiro et No-Face sont assis l'un à côté de l'autre dans le train tout seul aussi. Bon, là, il y a du monde après ça sur cette théorie-là qui disent là, ils faisaient juste économiser puis ils réutilisaient les mêmes planches de dessin, genre entre les films. Mais bref, il y avait de quoi de beau là-dessus que je trouvais ça intéressant. Une autre théorie que je trouvais cool, c'est que Totoro, ça serait peut-être une référence à Alice au Pays des Merveilles. Le chat en forme de bus, Totoro qui est un lapin, les animaux disparaissent dans des petits nuages et des effets de fumée. Bref, il y a des éléments qui se recoupent avec certaines choses d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu tiré par les cheveux. Là. C'est un peu américo-centrique, mais ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Parce que Totoro, au final, c'est l'esprit de la forêt. Là, oui, tout à fait. Exactement. Laputa et Nausicaa seraient dans le même univers. Les mêmes robots, les mêmes machines, les mêmes espèces de bébites renards écureuils. Probablement plus simple que ça à l'époque, encore une fois, de réutiliser les mêmes planches pour ces affaires-là, mais il y avait des trucs qui avaient l'air de fitter, puis même dans le visuel, c'est très, je sais pas comment dire, c'est dans la continuité. Fait que là, bon, il y en a plein après ça dans cette théorie-là qui s'essayent à dire, OK, lequel était avant l'autre? Je pense que Laputa était peut-être avant Nausicaa, genre. Laputa, c'est le château d'Anciel, c'est ça? Ouais, c'est le château d'Anciel, excuse. Okay. Ouais, tout à fait. Ouais. Fait que là, il y en aurait qui diraient, attends, c'était quoi donc? C'est Laputa, c'est arrivé avant, le château dans le ciel s'est envolé, puis après ça, la Terre a été ravagée dans Nausicaa, genre, ou quelque chose comme ça. Bref, ils essayent de faire une genre de timeline avec ces deux films-là. Je trouvais ça très, très, très cool. Ouais, puis, cool. Une dernière théorie qui est en dehors des films de Miyazaki, mais les films de Miyazaki auraient un effet néfaste sur le stock market à l'international. Il y a du monde qui ont fait une étude genre entre 2008 et 2013, je crois, puis qui ont remarqué que sur 28 ou 35 sorties au cinéma, il y avait 28 fois où, quand un film de Miyazaki sortait, le lendemain, les stock markets, à la fois japonais et américains, droppaient. Ah, c'est tellement drôle. Voilà, rendu là, c'est comme de dire que tout le monde qui boit de l'eau finit par mourir un jour, mais je trouvais ça très drôle. Mais ça, c'est parce que tout le monde vend leur stock pour aller au cinéma. Là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, mais ça ou la vente de crème glacée cause des noyades. Parce que quand les crèmes glacées, la vente, c'est en hausse, les noyades également. Donc, Et voilà. Oh là là. En tout cas, ces corrélations-là. Mais je trouvais ça très drôle. Ah, c'est bon. C'est bon. Et toi, Étienne? Ben écoute, maintenant, j'ai envie de faire des shorts au moment où... de shorter des stocks quand Miyazaki sort des films, mais... C'est ça. Mais je peux bien parler de Blair Witch. Blair Witch, qui est un film que j'ai vu, là, j'étais ado, là, ça fait longtemps. Je ne l'ai pas revu depuis, mais j'ai vu une théorie là-dessus. Ça fait longtemps, moi aussi. Je la trouvais intéressante, surtout d'un point de vue plus conscient du sexisme, puis des féminicides, puis des trucs comme ça d'aujourd'hui. La théorie, c'est qu'il n'y a pas de sorcière. Puis c'est juste comment deux gars se sont organisés pour commettre un meurtre, puis tuer la fille. Ouais, hein? Ouais. Puis quand tu te mets ça en tête dès le départ, ça fait énormément de sens. Il faudrait que je le regarde avec ça dans le mindset. C'est trois personnes. Okay? Il y a Heather, qui est la fille. Tu as Josh, qui connaît Heather. Puis tu as Mike, qui est un gars que Heather ne connaît pas. Mais que Josh a dit comme non, ça va être notre ingénieur sonore. Il va venir. Puis il va venir avec nous pendant une semaine dans le bois à traîner de l'équipement. Puis pas payer. Puis ça, c'est un truc qui est quand même assez important parce que quand le film est sorti, c'était dans les débuts d'Internet, mais c'était dans les débuts du marketing viral Internet. Puis il y avait le journal de Heather qui avait été trouvé, entre guillemets, mais qui avait été trouvé puis qui avait été publié en ligne. Puis dans son journal, Heather, elle expliquait que, tu sais, au final, personne n'était payé pour ça. Là. Ah ouais, hein? T'as un gars qui a été convaincu par un de ses amis, « Hey, viens avec nous pendant une semaine dans le bois, on va pas te payer, tu vas devoir travailler. » Tu pourras pas gagner ta vie, je sais pas c'est quoi tes obligations, mais viens avec nous, puis pendant une semaine, puis let's go, on va avoir du fun, entre guillemets. On va juste suivre une pseudo-réalisatrice qui va faire un documentaire plate sur une sorcière dans une forêt, tu sais. Puis lui, il fait comme « Ah oui, pas de problème, je vais être là. » Non, c'est pas ça sa motivation. Ah ouais. Donc, Heather a planifié l'expédition, OK? Elle a une carte, elle a une boussole, elle a un plan, mais à chaque fois,
c'est les gars qui marchent devant, puis c'est les gars qui déterminent la direction, puis à chaque fois qu'elle sort sa carte, les gars sont comme non, la carte, moi je comprends rien de ça, c'est n'importe quoi, on va par là, puis finalement, quand ils finissent par arriver où est-ce qu'ils voulaient arriver, puis ils sont comme OK, regarde, on change de direction, on retourne à l'auto. Là, soudainement, les gars sont comme ah non, allons pas dans cette direction-là, changeons de direction, allons ici, allons là. Puis la fille est comme non, mais regarde, c'est juste comme, tu sais, c'est de base, là, si on part de là, puis on rebrousse chemin, en 2 heures, on atteint l'auto. Puis les gars sont complètement contre l'idée. Puis au final, ils finissent par pas avoir le choix de passer la nuit dans la forêt. Et là, soudainement, la carte disparaît. Comment ça, la carte disparaît? C'est la fille qui l'a tout le temps. Puis là, la fille est comme non, je te l'ai prêtée à toi. Puis le gars, il est comme non, tu me l'as jamais prêté. Finalement, le 3e gars, le lendemain, avoue non, c'est moi qui l'ai pris la carte, puis je l'ai tiré à bout de bras quelque part parce que je trouve que c'est stupide, une carte. Puis là, ils trouvent ça super drôle, le fait de s'être débarrassé de la carte, même s'ils sont perdus dans le bois. Mais ils ont une boussole. Mais dès que Heather veut prendre sa boussole pour essayer de se repérer, t'as un des autres gars qui est comme non, donne-moi ça, cette boussole-là, c'est pas vrai que tu vas utiliser ça. Puis dans le fond, les gars, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de s'assurer que tout le monde reste dans le bois. À un moment donné, il y a un des gars qui disparaît. Josh, il disparaît. Puis là, ils essayent de faire regarde, on s'est réveillé, il y a des piles de pierres autour de la tente. Oh non, c'est terrible. Moi, j'ai entendu rire pendant la nuit. Puis c'est comme, tu sais, j'ai entendu rire pendant la nuit, mais je suis pas stressé pantoute. Puis moi, j'arrive à dormir, pas de problème. La fille a dit qu'elle dort comme une roche. Fait que, tu sais, elle se réveille pas quand les gars font des trucs la nuit. Tu sais. Le gars qui s'est débarrassé de la carte, quand est-ce qu'il a fait ça? C'est sûr que c'est la nuit, sinon, ça se serait su. Bref, tout est louche. Tout est vraiment louche. Puis, à un certain moment, dans le film, à la fin, tu sais, le gars du son, il est comme « j'entends Josh! Vite, on va suivre sa voix! Il est par là! » Puis là, il se met à courir. Tu sais, c'est comme le gars peureux dans la gang. C'est comme le gars qui était comme « Non, moi, je bouge pas d'ici. » tu sais. Mais là, soudainement, il est comme « on s'en va dans cette direction-là! On court! Ouais, suis-moi! » Fait que la fille, elle suit, elle est comme « qu'est-ce qui se passe? » tu sais. Il y a une maison! On rentre dans la maison! Et là, OK... Elle rentre dans la maison, tu sais. J'entends sa voix en haut. Viens en haut. Ils se prennent jusqu'en haut. La fille, elle suit, tu sais. Un coup rendu en haut, il change d'idée. Non, sa voix vient en bas, puis il se sauve. Il va le plus vite possible, puis il descend. Il connaît le layout de la maison, d'ailleurs. C'est un peu louche. Il arrive en bas complètement, mais là, sa caméra, c'est comme si il recevait un coup, sa caméra tombe à terre. OK, il doit être assommé, il doit être par terre. La fille est derrière, peut-être comme à 15 secondes d'arriver. Elle arrive 15 secondes plus tard. Le gars, il n'est pas assommé par terre. Il est rendu debout dans le coin. Mais pendant tout ce temps-là, le gars disait tu sais, tout fort, là, tu sais, comme dans les films, là, genre je me dirige vers le salon. Puis là, non, shit, ça revient dans le salon, vite, on va se cacher. Mais le gars, il fait la même technique. Là. Il est comme je m'en vais en haut, tu sais. Ça permet à l'autre d'aller se cacher. Je m'en vais en bas, soudainement. Fait on agit sur le plan, se ramasse en bas, se ramasse dans le coin, fait dos, se tourne pas quand la fille fait comme « Hey, qu'est-ce que tu fais là dans le coin? Qu'est-ce que tu fais? » Comme ça, elle focus sur ce gars-là. L'autre arrive par en arrière. Tonk! Coup de pelle sur la tête. C'est fini. C'est juste l'histoire d'un meurtre. Juste. Mais... ouais, hein? C'est intéressant de le voir tout le lore du film et le marketing, c'est que c'est du found footage. Okay? C'est les caméras ont été retrouvées, puis on a fait un film à partir de ce qu'on a retrouvé. Tu sais. Le journal, les takes... de film. Mais, tu sais, au final, si tu as trouvé les caméras, tu t'es rendu dans cette maison-là, tu t'es pas fait assassiner par une sorcière, tu as survécu, tu as fait une enquête, tu sais, il y a eu un suivi de ça. Ouais, c'est clair. Fait qu'il n'y en a pas de sorcière, là. Il n'y en a pas. C'est juste 2 gars qui ont voulu commettre un meurtre, puis se sauver, puis partir une nouvelle vie. That's it. Ah ouais, hein? C'est drôle, ça. Il y a eu quand même une mode à un moment donné de tous les films comme ça, justement, où ça file un peu genre caméra à la main, là, pour plein de films, genre Rec, qui était comme un film d'horreur, je pense. Ouais. Il y en a eu plusieurs. Puis il y en a un autre, c'est des gens qui se filment en train de... Oui, ben il y a eu Cloverfield. Mais tu sais, tout ça, c'est comment on pourrait faire un film avec le moins de budget possible et rapporter le plus d'argent possible. Comme Blair Witch qui a été... un des premiers, si je ne me trompe pas, JP va me corriger si je me trompe, un des premiers qui a fait cette espèce de tactique-là de garde, v'là 10 000 $, faites-moi un film, puis ça a rapporté des millions. Ouh, on aime ça! C'est bon. Yes! Wow, j'aime ça. J'adore ça.
La mission principale de l'épisode est terminée. On vous invite à chiller avec nous dans le Spatioport Zone VIP. Yes, Avez-vous sortez vos votre billets? popcorn. Oui, c'est parti. On jase de ce qu'on a découvert dans le dernier mois. Un film, une série, un jeu vidéo, un board game, n'importe quoi qui nous intéresse. Toi, mon cher Étienne, qu'est-ce que tu aurais de beau à dire dans cette belle rubrique? Écoute, je sais pas si tu connais le YouTuber connu sous le nom de Wheezy Waiter. Son vrai nom, c'est Craig Benzine. C'est un gars c'est un des OG là, de YouTube. Là. Le gars, il a commencé YouTube pratiquement en même temps que YouTube. Puis, ça a été ça, sa carrière. Ce gars-là a un ami. Cet ami-là allait au Japon une fois de temps en temps pour des raisons de job. Puis, à un moment donné, il est au Japon. Puis, le gars, c'est un fan des Packers de Green Bay. Okay? Pour les Européens qui nous écoutent, les Packers de Green Bay, c'est une équipe de football américain. Bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça s'appelle football. Le foot n'a pratiquement aucun rapport là-dedans. Mais les Packers de Green Bay, c'est une équipe qui est la seule équipe de la NFL qui est possédée publiquement. Donc, c'est n'importe qui peut acheter des actions, si on veut, des Packers de Green Bay, puis tu peux posséder ton équipe. Un peu comme les équipes de foot en Europe. Ben là, par contre, c'est l'inverse, c'est la seule qui est comme ça. Bref, ce gars-là est hyper fan des Packers. Puis il est au Japon. Il est à Shibuya, dans le fond, le coin de rue le plus passant au monde, où il y a 2 millions de personnes à tous les jours qui traversent. L'espèce de Times Square x8 du Japon. Puis de l'autre côté de la rue, il voit un Japonais avec un chandail des Packers de Green Bay. Puis là, il est comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'il traverse la rue, il s'en va à côté du gars, puis il se met à côté, puis il fait juste Go Pack Go! Et là, le Japonais, il se retourne vers lui, puis il fait Go Pack Go! Et le gars, il est comme Go Pack Go! Et là, il se met juste à dire Go Pack Go, puis là, soudainement, t'en as quelques autres qui arrivent, puis qui mettent des chandails des Packers. Puis là, t'as un groupe de Japonais, tout habillés en football américain, qui sont comme Go Pack Go! Go Pack! Puis lui, il comprend pas ce qui se passe. Il finit par les suivre, mais il se dit, attends un peu, je vais filmer ça, c'est pas possible. Fait qu'il suit ces gens-là, puis il se rend compte qu'il y a un fan club des Packers de Green Bay au Japon. Fait que là, il en parle à son ami Craig Benzine, le gars dont je parlais au début. Puis ce gars-là fait comme, attends un peu, on fait un documentaire. Ils ont fait un documentaire là-dessus sur le fan club japonais des Packers de Green Bay. Puis, gars, Baptiste, je ne suis aucunement un fan de football américain. Je regarde le Super Bowl à moitié pour les pubs, à moitié pour la game. Je connais les règles, mais tu sais, c'est pas mal ça. Je comprends pourquoi ça peut être super intéressant, ce documentaire. C'est super intéressant. Pour vrai, j'ai regardé ça, j'avais un sourire détempé dans la face tout le long. C'est drôle. Ils les ont amenés au stade des Packers de Green Bay. Ils les ont amenés voir un vrai match. Ils les ont amenés rencontrer les joueurs. Tu as un groupe de Japonais qui sont comme... Qui sont fans finis, là. Qui étaient fans finis, puis qui vont juste comme passer une semaine chez du monde là-bas parce qu'il n'y a pas de budget pour l'hôtel ni rien. Mais c'est super intéressant. C'est touchant. Là, Étienne. C'est sur Tubi en ce moment. Tubi, c'est gratuit, Tubi. Fait que profitez-en pendant que c'est encore là. Mais si c'est pas là, ça s'appelle No Packers, No Life. No Packers, No Life. OK. No Packers, No Life. Allez voir ça. Après No Pain, No Gain, c'est No Packers, No Life. No Packers, No Life. Voilà. Okay. Je tiens à dire qu'en date d'enregistrement, nous sommes à un jour de savoir qui va remporter les Game Awards. C'est vrai. On va parler 3 épisodes de suite. Let's go. Je m'excuse, mais c'est quand même un événement important pour moi. Oui. On s'en est reparlé. Clair-obscur. Clair-obscur. Bon, Clair-obscur risque de rafler énormément de choses. J'ai fait mes petits votes, mais je me suis laissé une chance sur... Il y a Split Fiction, que j'avais déjà parlé, que je voulais voter pour ce jeu-là. Puis, au dernier épisode, j'ai mentionné un jeu qui s'appelait Dispatch, qui est mentionné dans une catégorie qui est le Best Indie Debut Game, je pense. Je crois que c'est leur premier jeu, en fait. Puis, je ne sais plus si la dernière fois, je t'avais dit que je l'avais fini ou pas encore. Non, tu ne l'avais pas fini. C'est ça, mais je l'ai fini. Super bon jeu. Que j'ai aussi essayé de repartir à une save précédente, puis changer mes choix, puis il y a vraiment comme des scènes vraiment différentes qui se passent, puis etc. C'était vraiment nice. Puis, savais-tu que l'acteur principal, c'est Aaron Paul, qui fait le voice acting?
puis le voice acting est débile. Puis là, je regarde en ce moment Breaking Bad, Oui. mais il n'y a pas la même voix dans les deux. Là. Bon, il est rendu plus vieux aujourd'hui aussi, Ouais. mais il a vraiment une voix plus grave dans le jeu Dispatch, mais ça fit super bien. Puis bref, très bon jeu, vraiment un excellent jeu. T'es pas le premier à m'en parler, donc j'aurais pas le choix éventuellement. Je vais attendre qu'il tombe en spécial, mais mon backlog est tellement gigantesque. J'ai Hades 2 que j'ai toujours pas essayé. Puis... Hades 2 qui était aussi mentionné dans quelques catégories des Game Awards. Oui. J'ai pensé à toi pour Silk Song avec peut-être le best soundtrack. Là. Je sais pas si... Oui. Je sais que tu m'en avais parlé. On en a parlé à l'épisode précédent. Oui, c'est excellent. C'est ça. En tout cas, fait que, j'ai bien hâte. À demain. Ouais. La prochaine fois, on vous parlera des résultats. La fois d'après, on vous parlera de nos interprétations des résultats. Non, un petit 2 minutes sur les Game Awards, pourquoi pas. Là, est-ce que je tombe sur un jeu vidéo ou je fais un lien avec Breaking Bad? Ton choix. Oh, un lien avec Breaking Bad. D'accord. Pluribus. Ah, ça, il faut que je le voie. Il paraît que c'est vraiment bon. OK. Pluribus, c'est une série télé. C'est ça, Apple TV. Ouais. C'est du même créateur que Breaking Bad. Et là, je vais être très mystérieux parce que c'est le genre d'émission que le moins je vais vous en dire, le mieux ça va être. Le premier épisode, il vaut vraiment la peine d'être vécu. Pas vu, vécu. OK? Sans rien savoir. C'est un bijou d'épisode télévisuel. C'est magique. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'un coup que vous avez vu le premier épisode puis vous faites comme « Oh, ça va être exceptionnel », changez de vitesse parce que la série change de vitesse et ça devient super lent. Mais du bon lent. Oh, oui. OK. Oui, pas du lent que tu te dis « Pourquoi c'est lent comme ça? » Non, il y a une raison. Il y a une vibe qui vient avec ça puis ça fit dans l'histoire. Ça devient super lent. Mais c'est un bijou de série. Il y a des vibes un peu Severance. OK. Il y a des vibes comme si The Good Place se prenait au sérieux. Nice. Mais très au sérieux. Ouais. Puis des vibes très... OK, voilà quelque chose dont vous pouvez comme étudier philosophiquement, mais sans vous le mettre d'en face en vous parlant de Platon puis de Socrate. Puis, bon. Mais c'est excellent. Pour l'instant, j'en suis à 6 épisodes sur 9 parce que les 3 autres ne sont pas encore sortis. Mais Pluribus, regardez ça. Ça vaut la peine. C'est de la belle télé, c'est de la bonne télé. T'as non, Étienne. Hein? Chaque fois, tu rajoutes des trucs sur ma liste. Bon, fait que Pluribus, puis No Packers, No Life. No Packers, No Life. No Packers, No Life, c'est comme 80 minutes. Là. C'est un film, c'est réglé. Puis c'est un gros sourire. Ouais. Avec mon beau-frère, on a regardé la semaine dernière L'Armée des 12 singes à nouveau. L'Armée des 12... L'Armée des 12 singes. Ça s'appelle L'Armée des 12 singes? Excuse, oui. Je le dis à la française, mais oui. Je savais pas qu'il y avait l'armée des... Ouais. Ben, en France, je pense que ça s'appelait l'armée des 12 singes. Peut-être qu'en France, c'était l'armée des 12 singes attaquant une... OK. Non, on aurait dû dire The Army of the 12 Monkeys parce qu'ils sont traduits tout en anglais à nouveau en France. on a allongé le titre. Paramount Pictures presents The Army of the 12 Monkeys. Quel bon film. Premièrement, le punch est bon. Le scénario est cool aussi. C'est vraiment du bon sci-fi des années 90. Mon beau-frère me disait « Ah, ça file série B quand même un peu le visuel. » Je dis « Oui, mais c'est ça le sci-fi des années 90. » C'est bon sci-fi série B. C'est le fun là, quand il se fait envoyer genre dans le passé puis qu'il est comme tout nu dans un tube. Lui mettre des petites pinces, genre, qui viennent de pincer à la carotide. T'es comme, mais pourquoi vous le pincez, donc? Le gars des effets spéciaux s'est dit, hey, on va mettre des pinces à faire, ben, ça y est. Puis après ça, il se fait comme envoyer dans un genre de tube lumineux en tout cas, dans le mur. Mais bref, tous ces petits effets-là, j'ai vraiment aimé ça. Le punch à la fin est quand même vraiment bon. Puis, il y a une performance qui mérite d'être mentionnée. Pas celle de Bruce Willis, celle de Brad Pitt. Brad Pitt qui est dans le genre de rôle qu'on aime le voir. Mettons, c'est un petit peu le même genre, un peu fucké, genre comme Fight Club, comme Snatch, comme... Dans le temps où il jouait pas des Achilles dans 3, là. Ce genre d'époque-là de Brad Pitt, mettons. Puis il joue un
fou, entre guillemets. Bon, c'est évidemment très exagéré dans ce film-là. Hein, l'asile psychiatrique, c'est genre du monde qui se tape sur la tête partout quasiment, là, mais c'est très exagéré, c'est très stéréotypé. Ça reste que sa performance, on regardait ça, puis on se disait, mais pour vrai, s'il avait joué ce rôle-là dans un film dramatique, il aurait été nominé aux Oscars. Il aurait été nominé aux Oscars, c'est sûr et certain. Mais les Oscars, c'est tellement snob. Ils veulent juste du drame. Ils veulent pas de l'action-aventure sci-fi comme... Ben, Everything Everywhere All at Once. Ouais, mais j'avoue que c'est rare. Mais bref, Brad Pitt, spotlight sur Brad Pitt pour vrai là, dans ce film-là. Il est très... il vaut la peine d'être vu. Puis la soundtrack est cool. Il y a genre une soundtrack avec même de l'accordéon. Puis la musique est super bonne. C'est excellent. De rien, Baptiste. De rien, c'est sûr, c'est moi qui ai joué ça. Oui, c'est vraiment bon. C'est vraiment... En tout cas, j'adore ce film-là. Ça fait 3 fois, je pense que je le vois, puis il est vraiment bon. Il va falloir que je le mette sur ma liste de films à rattraper. Tu sais, j'avais fait un rattrapage, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, là, de vieux films de Robin Williams, entre autres. Je pense que je vais faire la même chose avec des vieux films des années 90. Là. Ah, c'est ça. C'est cool, c'est cool. Et toi? Ouais, dernier truc, c'est juste pour mentionner, je suis sur Star Wars Jedi Survivor en ce moment. Oh, nice. Qui est très semblable au premier. Ouais. D'ailleurs, quand je suis venu pour l'acheter parce qu'il était juste comme 13$, je me demandais si c'était le premier ou le deuxième parce que c'est comme pas clair dans le titre. Tu sais, tu te dis comme, il me semble dans le premier jeu, il survit à Order 66. Fait que est-ce que c'est Survivor, c'est le premier ou Fallen Order? Bon, mais non, c'est ça, c'est le deuxième. C'est bien, c'est le fun. Visuellement, wow, c'est toujours superbe. Ces jeux-là. Ils ont bien capturé le feeling Star Wars. C'est toujours le fun se battre contre des Stormtroopers et des robots des robots B1 et B2. Rien à voir avec les bananes en pyjama. Mais ça fait énormément penser à God of War, mais c'est moins bon. Oui, c'est sûr que God of War, c'est tough à rattraper. Mais God of War, l'histoire est bonne. Je peux pas dire la même chose pour Jedi Survivor. Encore une fois, c'est un spin-off d'un spin-off. Ça fait le spin-off de spin-off, là. Je sais plus le nom du premier, maintenant qu'on en a parlé, c'est drôle. Là, mais, Fallen Order, ouais. Fallen Order. Ouais. J'avais vraiment préféré, je pense, l'histoire de celui-là. Ouais. Je le trouvais plus intéressant. Survivor, en fait, j'ai trouvé que c'était plus un jeu de OK, on va se battre, puis on va gagner des compétences, puis on va essayer de continuer à se battre contre toujours plus fort, puis... Ouais. J'ai moins filé l'attachement genre au scénario ou à l'histoire. Je trouve pas qu'il y a tant une histoire. Le jeu commence, puis tu te dis comme, OK, mais pourquoi je fais ça? Mais tu dois juste te battre contre l'Empire. Ouais, mais encore, puis là, j'ai découvert un méchant, puis là, il s'est sauvé, puis je suis comme, mais pourquoi je m'en fous pas? Pourquoi je m'en fous pas? Il s'est sauvé à une place que personne ne peut aller. OK, cool, vas-y. Cool. En tout cas, mais le gameplay est le fun. Fait que quand il y a des cutscenes, je skip ça vite, puis je retourne donner des coups de sable laser. C'est quand même cool. Vraiment. Ouais. J'ai un petit... là, on est en train de jouer en ce moment un petit peu avec des amis à Factorio. On s'est relancé là-dedans. le grand jeu d'optimisation puis d'automatisation. C'est vraiment un bon jeu. Puis là, ils ont sorti, c'était-tu l'an dernier, l'année d'avant, un truc qui s'appelle Space Age. OK. La fin du jeu initial, avant Space Age, c'était initialement, tu atterris sur une planète. Là, il faut que tu reconstruises une fusée pour repartir de la planète. OK. Et pour reconstruire cette fusée-là, ça te prend de passer par toutes les étapes. Là. Genre, tu commences par de l'énergie au charbon, puis tu finis par nucléaire, puis toutes ces affaires-là. Fait que, bref, tu as tout plein d'étapes à respecter pour être capable de miner, automatiser. Tu peux faire plein d'affaires. Tu peux faire tellement de choses, là, des beaux trains, des 10 000 affaires. Puis, Space Age a rajouté là, la fin, c'est plus que tu fais ta fusée puis que tu t'enfuis de la planète, ça va beaucoup plus loin que ça parce que maintenant, une fois que tu as construit ta fusée, tu peux aller sur d'autres planètes. Fait que là, tu t'en vas... Et recommencer. Mais c'est comme, ils ont vraiment poussé parce que la planète de base, elle est très... il n'y a pas vraiment... À part mettons, il y a des aliens, il y a des ressources, mais c'est toujours le même scheme un petit peu.
Mais là, je pense que les différentes planètes, je me suis encore jamais rendu sur les autres planètes, mais les différentes planètes ont des climats qui sont différents. Fait que tu as des planètes qui vont genre avoir des tempêtes électriques. Ils ont rajouté quand même quelque chose de vraiment intéressant. Puis je pense que tu peux même te retrouver sur un bout d'astéroïde puis construire des genres de grappling hook qui vont aller chercher des bouts de météorites que tu croises pour comme extraire des affaires de ces affaires-là. Je trouve ça tellement, tellement intéressant. Bref. Je peux pas jouer à ça, Baptiste. Je peux pas. C'est la mort du podcast. En fait, je pense que si Étienne jouait à ça, on n'en entendrait plus parler pendant 2 ans. C'est ça. Étienne, il disparaîtrait de la carte. Ouais, je vais disparaître si je fais ça. Déjà, je suis encore, des fois, en train de jouer à Balatro. C'est ça. Tu es encore en train de jouer à Balatro. Tu vas chercher tous les succès à Silksong. Ouais. Tu sais, ce Factorio, t'aurais pas fini. Non, exact. J'ai déjà assez de projets comme ça, Baptiste. Oh, ouais, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a plusieurs façons de nous donner un petit coup de pouce. D'abord, abonnez-vous, comme ça, vous êtes sûr de rien manquer. Puis ça aide le podcast, c'est gratuit, puis ça nous permet de rester connectés. Quand il y a un nouvel épisode, vous allez le savoir. Vous pouvez aussi nous laisser un 5 étoiles, un pouce en l'air, quelque chose pour dire comme « Hey, tu sais quoi? Ce podcast-là, il est excellent. » Yes, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a une page Patreon. J'en ai parlé pendant l'épisode. C'est une belle façon de soutenir le podcast tout en accédant à du contenu exclusif. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir accès au Discord et à nos publications. Le Patreon vous permet également de participer aux épisodes. Si vous n'êtes pas fan de Discord, Discord, c'est pas pour moi. Le Patreon, vous pouvez répondre aux questions des astronautes seulement sur Patreon. C'est super facile. Puis sur Patreon, il y a également un abonnement payant. 2$ par mois, on vous mentionne en fin d'épisode. Donc, vous pouvez avoir votre mention. Nous, ça nous aide un petit peu. Et donc, c'est le moment de faire les mentions. Nos capitaines, Jean-Philippe Matt, Hugo Chalifo, Antoine Talbot. Merci beaucoup à tous les 3. Tous les détails sur j'adoresapodcast.com. Sur le site, vous trouverez aussi tous les liens pour nous écouter. Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible, Amazon Music. On est pas mal partout, interplanétaire. Si on n'est pas quelque part puis vous voulez qu'on soit, écrivez-nous, on va s'ajouter là. Puis comme toujours, parlez de nous. Oui. Parce que c'est ça le meilleur moyen de faire grandir le podcast, le bouche à oreille, parce que l'algorithme, des fois, il nous aide pas nécessairement. C'est ça. Merci encore, cher astronaute, d'être à l'écoute. Yes, on se retrouve au prochain épisode. Bye! Salut! J'adore ça. J'adore.